tout le monde. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Donc alors, ce soir, une soirée spéciale qui va être présentée par Christophe et Caroline. Je sais que beaucoup l'attendaient depuis déjà un petit bout de temps. Spécial détox, effet de mode ou véritable nécessité de notre société. Est-ce que j'ai bien expliqué? Oui. Voilà, c'était rapide, succinct, c'est ce qu'il fallait. Donc, les amis, à vous de jouer. Vous pouvez nous partager votre écran. Encore une fois, pensez à couper votre micro, ceux qui sont présents, pour pas que ça interfère. Et puis, c'est enregistré. Du coup, on va pouvoir le revoir voilà, et vous le partager. Je vous laisse la parole, les amis. À votre tour. Et prenez des notes. Hein. Moi, j'ai mon carnet. Hein. J'ai mon carnet. Donc, voilà, j'ai partagé l'écran. On va commencer le titre que tu as donné, Patrice. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec Caro. On est très, très, très heureux pour vous parler de quelque chose qui est très, très, très récurrent en ce printemps. C'est la détox. On en parle beaucoup. C'est la période. On a, pour la plupart, vous avez peut-être été je ne dirais pas victime, mais vous avez peut-être été consentant pour faire une cure détox ou avoir essayé d'engager une détox. C'est un mot qui est apparu, si on résume assez brièvement, c'est un mot qui est apparu il y a quelques années, il y a même quelques décennies, qui était très, très, très en vogue parmi les célébrités et qui proposait, qui avait des vertus, qui vantait des vertus, pardon, sur des jus de citron, des jus détox, de carottes, etc., qui étaient des alliés minceurs ou des alliés beauté. La machine s'est un peu emballée par la suite, le marketing a un peu fait son effet, et on a vu des produits apparaître comme du thé détox vendu directement en détox, ça c'est le plus simple, mais on peut voir d'autres trucs beaucoup plus douteux, détox, comme par exemple tremper ses pieds dans une bassine d'eau chaude pour se détoxifier tout l'organisme. Ça, voilà, c'est ce qu'on entend parler au niveau de la détox. En contrepartie, il y a des personnes notamment des médecins, des professionnels de santé, qui nous disent que la détox, c'est complètement inutile, surtout si c'est ponctuel dans l'année. Alors, entre ces deux discours de détox et de ne pas se détoxifier, on va essayer de démêler le vrai du faux et notre objectif, c'est sur les 30 prochaines minutes, essayer de comprendre quel est le rôle de l'organisme dans la détoxification et comment on peut la mener à bien sur un long terme. Alors, si on… Petit souci. Voilà. Si on reprend le terme du dictionnaire, le détoxifier, qu'est-ce que ça signifie? Détoxifier, ça veut dire faire perdre son caractère toxique à quelque chose. La question qu'on se pose naturellement, c'est avons-nous quelque chose de toxique dans notre corps? Est-ce que notre corps est tellement intoxifié à tel point qu'on a besoin de le détoxifier? Où est-ce qu'on trouve justement des éléments qui pourraient nous intoxifier? Alors, je dirais, si vous habitez à Paris, vous avez 5 chances sur 5 d'avoir des éléments toxiques autour de vous, comme la pollution, le tabac, les ondes. Donc, là, on aura l'avènement de la 5G dans les prochaines années, donc ça sera vraiment d'actualité. Le stress au travail et surtout la malbouffe, la nourriture. Cette malbouffe, on n'avait pas conscience il y a quelques années que ça pouvait être toxique. Et aujourd'hui, on en prend de plus en plus conscience à travers des différents livres, à travers différentes études qui nous montrent que c'est notre alimentation qui rend toxique quelque chose, toxique quelque chose dans notre corps. Alors, donc, on se dit qu'on a des sources qui nous intoxifient, mais quand on regarde un petit peu, on prend 5 minutes pour comprendre un peu notre organisme, on se rend compte assez rapidement qu'il a une capacité innée et qu'en fait, notre organisme, il sait faire le job de détoxification lui-même. D'accord? Alors, comment il fait ça? Donc, il a pour ça plusieurs organes qui vont entrer en jeu. Il y a d'une part les reins, les poumons, les intestins et puis le foie. Donc, si vous le permettez, on va s'attarder un petit peu sur ce dernier organe qui est le foie.
Donc, il faut savoir que le foie, c'est un organe vital dans le corps humain. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais par exemple, on ne peut pas vivre sans foie. Autant on peut vivre avec un seul rein, autant on peut vivre avec un cœur artificiel, autant on ne peut pas vivre sans foie. Et encore moins avec un foie artificiel, puisque en l'état actuel de la médecine, on n'est pas arrivé à reproduire un foie de manière artificielle. Donc, ça vous donne une idée déjà de la complexité de l'organe, puisque à titre comparatif, on arrive à reproduire un cœur, qui est déjà assez complexe, mais un foie, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Alors le foie, si on remonte un peu dans l'histoire, il a longtemps été considéré comme un mystère, c'est-à-dire qu'on ne savait pas très bien son rôle. On avait constaté des choses sur cet organe, mais on ne savait pas très bien à quoi il nous servait. Pour vous dire, les Mésopotamiens pensaient que c'était le siège de nos émotions. C'est-à-dire pour eux, le foie, c'était là où était logée l'âme. C'est d'ailleurs pour ça que la veine qui mène des intestins au foie s'appelle la veine porte. Le foie étant l'âme, la veine qui y menait était la porte de l'âme, donc la veine porte. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'on était à ce niveau de mysticisme, au niveau de cet organe qui est le foie. Et c'est qu'au XIXe siècle, grâce aux travaux d'un physiologiste qui s'appelle Claude Bernard, qu'on a commencé à découvrir, élucider le mystère de ce foie. Et Claude Bernard a fait l'hypothèse que peut-être le foie pouvait avoir un rôle dans la régulation de la glycémie. Alors le foie, ce qu'il faut savoir aussi sur cet organe qui est assez impressionnant, c'est qu'il a la capacité de se renouveler. Alors, si parmi vous, il y a certaines personnes qui ont fait des études de médecine ou qui se rappellent leur cours de biologie, vous pourrez très bien nous dire, oui, mais il y a plein d'organes dans le corps humain qui peuvent se renouveler. Et c'est vrai, la peau se renouvelle, les neurones se renouvellent, heureusement pour nous, la rétine se renouvelle. Enfin, je ne vais pas citer tous les exemples, mais il y a plein d'organes dans le corps humain qui se renouvellent. Le foie en fait partie, mais le foie, il a une capacité exceptionnelle puisque c'est l'organe qui se renouvelle de manière le plus extraordinaire. Puisqu'en fait, si vous enlevez 90% de votre foie, c'est-à-dire que s'il ne vous reste plus que 10%, vous imaginez 10% d'organes, eh ben, il est capable de se renouveler à 100%. Et ça, dans un laps de temps de 3 à 6 mois. C'est quand même assez impressionnant. Et ça, c'est le seul organe dans le corps humain qui sait faire ça. Ce rôle régénérateur, il était très connu des Grecs, même si on a découvert récemment les principales fonctions du foie, Caroline. La fonction régénératrice, elle, est connue depuis très longtemps, à tel point qu'elle existe dans la mythologie, dans le mythe de Prométhée. Pour ceux qui sont calés dans les cours d'histoire ou des fans de mythologie, Prométhée, c'était quelqu'un qui avait volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et comme punition, Zeus le metta sur une montagne et son foie devait être mangé par un aigle tous les matins. Et en fait, comme le foie a une capacité régénératrice hallucinante, c'était une mort très lente pour Prométhée. Alors, le foie, si on essaie de faire un peu sa cartographie, c'est un élément central, comme on le disait, il est d'autant plus central qu'il se situe dans le centre de gravité. Donc, c'est sous le diaphragme, côté droit, et il n'est pas plus petit qu'un point, c'est-à-dire 10 cm. En revanche, malgré sa petite taille, il est très lourd, 1,5 kg. À titre de comparaison, les poumons, c'est 800 grammes, seulement 800 grammes. Il est alimenté de deux façons. La première, c'est par la veine porte, comme le disait Caroline, qui vient des intestins pour alimenter en nutriments le foie, et par le cœur, la veine cave, pour la vascularisation. Il est composé de différents types de cellules qui servent de différentes fonctions. Très rapidement, les hépatocytes qui constituent 80% du foie, qui ont une fonction, qui assurent les principales fonctions du foie. Les cellules stellaires qui servent au stockage, une autre fonction, les cellules ovales qui permettent la régénération et les cellules de Kupfer qui permettent le recyclage. C'est un organe qui est très vascularisé avec 10% de la totalité de notre sang, donc c'est vraiment un élément important. Et élément important, c'est un organe qui n'est pas innervé. Il n'y a pas de nerf sur le foie. En gros, quand vous faites une crise de foie, ce n'est pas le foie qui est en crise, le foie gonfle et vient presser les organes alentours qui, eux, sont innervés. Et c'est ça qui fait mal.
comme tout élément central, en fait, il a différentes fonctions. Pour résumer très brièvement, avant d'entrer dans le détail des fonctions, c'est une usine. Il y a des choses en entrée, il y a des choses en sortie. Comme toute usine, elle a besoin de matières premières. Si elle a besoin d'assurer ses fonctions de qualité, il lui faut des matières premières de qualité. Je ne pense pas que vous essayez de construire ou de réparer un ordinateur avec du papier hygiénique utilisé. C'est un peu le même principe ici. Comme toute usine, elle produit des choses et elle produit notamment des déchets qu'il faudra ensuite recycler. Alors, le foie, on l'a rapidement évoqué, on va s'y attarder un petit peu. Il gère beaucoup de choses dans l'organisme. C'est notre usine, c'est une usine centrale pour notre organisme. On dénombre à peu près 300 process que le foie va gérer. Alors, l'objectif ici dans cette présentation, ce n'est pas du tout de voir ces 300 process, mais on les a répertoriés en 4 macro-process qui sont le stockage, c'est-à-dire que le foie stocke des choses, on va voir quoi, la détoxification, donc ça, on en a déjà parlé, c'est l'objectif de notre conférence, donc on va s'y attarder aussi, la synthèse, c'est-à-dire que le foie synthétise des choses, et la régénération, on l'a aussi rapidement évoqué. Donc si on regarde un petit peu ces 4 macro-process, le stockage, donc le foie, il a cette capacité à stocker des choses qui sont importantes pour notre organisme. Donc, il stocke notamment toutes les vitamines liposolubles, donc A, D, E, K. Je fais un rappel rapide sur à quoi servent ces vitamines. La vitamine A sert notamment à l'acuité. La D sert notamment aux os et aux dents. La E, c'est une vitamine qui sert à l'équilibre général du corps. Et la K pour la coagulation du sang. Le foie également fait des réserves de sucre. D'accord? Donc, il se dit, attention, si demain, je n'ai pas de sucre, j'en garde un petit peu sous le coude. Et il s'arrange toujours pour qu'en continu, il y ait systématiquement 48 heures de réserve de sucre en son sein. Donc, ça, c'est son job. La régénération, on l'a vu, donc je ne vais pas m'y réattarder, mais c'est un organe qui a cette capacité extraordinaire de régénération à partir de 10% de lui-même. Il le fait grâce à des cellules qu'on appelle les cellules ovales. Et la synthèse, donc ça c'est hyper important. Donc en fonction de ce que vous allez donner à votre foie, donc les nutriments qu'il va recevoir, il va être en capacité de synthétiser des choses. Et donc des choses qui sont importantes pour notre organisme. Donc il synthétise notamment la bile, il synthétise 1 litre de bile par jour. Il produit des hormones, donc tout un tas d'hormones. On vous en a listé quelques-unes ici. Il synthétise du sucre, du cholestérol, des facteurs de croissance. Et le dernier macro-process, on va s'y attarder plus précisément, c'est la détox. Donc, si vous donnez à votre foie des choses qu'il n'apprécie pas trop, type alcool, agents toxiques, métaux lourds, pesticides, solvants, eh ben, il a cette capacité à les transformer en substances hydrosolubles qui vont par la suite être éliminées par les voies naturelles. Alors, on voit, on a 4 macro-process. Je vais vous poser une question. Imaginez ce qui peut se passer si jamais vous demandez à votre foie de faire que de la détox. D'accord? Je vais prendre une métaphore que j'apprécie, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre job si votre chef demain vous demande de faire tout un tas de petits travaux qui sont urgents pour lui, au détriment du gros projet sur lequel il vous a fixé un objectif et dont votre bonus dépend. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gérer les petites tâches que votre chef vous demande parce que c'est urgent. Et puis en attendant, le gros projet sur lequel votre bonus est en jeu, vous allez le laisser de côté. Le foie, il va faire exactement la même chose. Si vous lui demandez de faire de la détox, donc il va le faire. Mais par contre, ça va être au détriment de toutes les autres choses qu'il a à faire, à savoir le stockage, la régénération et la synthèse. Donc en gros, votre foie, il va être en burn-out. À un moment donné, il va faire que de la détox. Il ne va plus pouvoir faire le reste, donc burn-out du foie. Puis même à un moment donné, ce qui va vous dire votre foie, tout comme dans votre job, vous dire mais moi j'en ai marre de faire de la détox, donc je ne fais plus rien. Non seulement je ne fais pas les 3 macro-process importants, stockage, régénération, synthèse, mais j'arrête aussi de détoxifier. Donc en gros, il se met en grève. Donc l'ensemble des 4 macro-process de manière... Alors le glutathion, c'est un antioxydant, c'est même le plus puissant antioxydant du corps humain. Et c'est un antioxydant endogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps le synthétise lui-même en petite quantité et qu'on n'est pas capable de l'apporter par l'alimentation. C'est-à-dire que si vous l'apportez en externe, votre corps, ce qu'il va faire, parce qu'il existe, je ne sais pas si
vous l'avez regardé sur le marché, il existe des suppléments en glutathion. Il faut savoir que c'est une molécule hyper fragile et qu'elle ne va pas passer la barrière de l'intestin. Donc en fait, ce glutathion, c'est notre corps qui sait le produire et qui le produit. C'est un composé de 3 acides aminés. Et en fait, il va avoir cette capacité à se lier aux éléments toxiques, donc métaux lourds, solvants, pesticides, etc., alcool aussi, et de les transformer en éléments, en substances hydrosolubles, pour après être éliminés soit par la bile, soit par les urines. Donc c'est vraiment s'il y a un mot à retenir, un mot scientifique à retenir cette présentation, je pense que glutathion, c'est le bon mot à retenir. Voilà. C'est vraiment la molécule qui va faire que votre foie va bien fonctionner. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été menées qui montrent que plus on a des taux faibles de glutathion au sein du foie, plus ça signifie pas forcément en bonne santé. Alors, l'autre rôle du foie, et ça, Claude Bernard, le physiologiste dont je vous parlais tout à l'heure, l'avait déjà un petit peu entrevu, c'est la régulation de la glycémie. Ça va même plus loin. C'est le chef d'orchestre du taux de sucre dans notre sang. C'est-à-dire que son job, c'est de faire en sorte qu'il y ait systématiquement en continu 1,2 g de sucre par litre de sang. Alors, vous savez, l'équilibre du corps humain, il n'est jamais parfait. Donc, il est toujours en constante recherche d'équilibre. Donc, le 1,2 g de sucre par litre de sang, on ne l'a jamais exactement. Donc, on a toujours un peu plus ou un peu moins. Et on va voir ce que fait notre foie pour justement réguler ça. Donc, si il y a trop de sucre dans notre sang, que va faire le foie? Il va le stocker. D'accord? Il se dit, bon, il y en a trop, mais on ne sait jamais, je fais des réserves, si jamais demain j'en ai plus, je pourrai toujours le ressortir. Qu'est-ce qu'il fait si on n'a pas assez? Il met en œuvre son deuxième macroprocess qui est la synthèse, c'est-à-dire qu'il va se mettre à en synthétiser. On l'a vu tout à l'heure, le foie, il stocke toujours 48 heures de sucre en lui-même. Donc, ça veut dire qu'il va commencer à synthétiser du sucre quand il n'en aura plus dans ses réserves, c'est-à-dire au bout de 48 heures, quand il aura épuisé les réserves qu'il a à l'intérieur de lui. Et là, il va se mettre à synthétiser du sucre. Alors, comment il fait ça? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre le gras qui est dans vos muscles et par un procédé qui s'appelle la cétogénèse, il va transformer ça en corps cétonique. Et qu'est-ce que c'est qu'un corps cétonique? C'est ni plus ni moins que du sucre. Et il va le renvoyer vers les muscles, le cerveau, pour que vous puissiez continuer vos activités de la vie courante. Le foie a une capacité maximum d'absorption de 70 à 100 grammes de sucre par jour. Et quand je dis sucre, c'est tout type de sucre, les sucres, les monosaccharides comme le glucose ou le fructose, jusqu'aux polysaccharides que sont les différentes fibres, par exemple. C'est tout. Donc, ce qu'on appelle vulgairement des sucres rapides vers les sucres lents. Et c'est très rapide, quelles que soient les convictions qu'on a, quelle que soit l'alimentation qu'on va avoir ou nos objectifs qu'on va avoir, c'est très rapide. On le voit, j'ai pris 3 menus par exemple ici. Sur ces 3 menus, que l'on soit sur du resto de classique ou sur du minceur ou du vegan, ce n'est pas parce que vous avez une conviction bien particulière que votre taux de sucre quotidien va être bon. Vous pouvez avoir un foie en mauvaise santé, un foie dégradé par le sucre et respecter des convictions bien particulières. Et c'est d'autant plus présent dans la vie courante, dans la vie actuelle. Le sucre est omniprésent. Ici, j'indique l'exemple américain où on consommait en 1822, on estimait à 1 canette tous les 5 jours. Aujourd'hui, c'est 1 toutes les 7 heures. C'est pour montrer en fait à quel point c'est valable partout. Sur les produits transformés, sur les produits quels qu'ils soient, le sucre est omniprésent. C'est pour ça que dans les restaurants ou quelles que soient vos convictions, le sucre que vous ingurgitez monte très vite. Alors, ce qu'on vient de se dire sur le sucre, ce n'est pas nouveau. On a été sensibilisé sur le fait que le sucre n'est pas bon pour la santé. Et donc, un certain nombre de personnes, j'en vois pas mal autour de moi dans mes collègues, se disent ok, moi j'arrête le sucre et je me rabats sur les édulcorants. Donc, par exemple, à la place de prendre un coca standard, je vais prendre un coca zéro. Il faut savoir quelque chose d'hyper important. Et Gabriel Perlemutter, dans Les pouvoirs cachés du foie, le dit très bien. Il explique que prendre un édulcorant, même s'il n'apporte ni sucre ni calories, c'est en aucun cas équivalent à prendre de l'eau.
D'accord? Donc, en gros, prendre un édulcorant, on se dit que ça pourrait être la solution, mais en fait, c'est vraiment une fausse idée reçue. Enfin, c'est vraiment une idée reçue parce qu'un édulcorant, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Notre corps est super intelligent. Il a quand même ses limites. C'est-à-dire que quand vous lui donnez un faux sucre, en l'occurrence un édulcorant, il ne va pas faire la différence avec un vrai sucre. Donc, il va le prendre et il va dire, tiens, ça ressemble à du sucre, c'est comme du sucre. Bon, moi, je fais la même chose que si c'était du sucre. Donc, en fait, il va déclencher exactement les mêmes réactions en chaîne que si vous lui avez donné du sucre blanc. C'est-à-dire pic de glycémie, et va s'en suivre une hypoglycémie qui va en fait vous redonner envie de sucre dans les 2-3 heures qui vont suivre la prise d'un édulcorant. Donc, en fait, c'est vraiment pas une bonne solution de se dire j'arrête le sucre, je prends des édulcorants. Mais vous pourriez me dire oui, mais attends, il y a des édulcorants naturels. Effectivement, la stevia est un édulcorant naturel. Mais en fait, le fait que ce soit naturel, bah, ça ne change pas grand-chose dans ce que je viens de vous dire avant. Et en fait, ça ne signifie pas forcément qu'il est plus sain. Et l'alcool dans tout ça, je suppose que vous vous posez la question, parce qu'on nous a rabâché que l'alcool, bah, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le foie. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça, on peut pas dire le contraire, c'est pas du tout une idée reçue. Le foie n'aime pas trop l'alcool. Il dit pas trop parce qu'en fait, ce qu'il n'aime pas trop dans l'alcool, c'est pas tant l'alcool en lui-même, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, si vous lui donnez un verre de vin, il va savoir le gérer. Il est fait pour ça. Le foie, il est fait pour détoxifier. Donc, vous lui donnez un verre de vin, il n'y a aucun souci, il va le gérer parfaitement bien. Par contre, ce qu'il va beaucoup moins aimer, c'est la répétition. C'est-à-dire que si vous lui donnez sans arrêt du vin, c'est-à-dire des éléments toxiques, là, il va un peu moins aimer. Et surtout, si vous ne lui laissez pas le temps entre 2 prises d'alcool de se régénérer, là, il ne va pas du tout aimer. Parce qu'en fait, il ne va pas avoir le temps de souffler quelque part. Hein. Il va être dans un process où vous allez lui demander tout le temps de gérer cette dose d'alcool que vous donnez. Donc en fait, ce n'est pas tant l'alcool qui ne sait pas gérer, c'est plus la fréquence à laquelle vous allez prendre du vin ou de l'alcool et l'absence de période de repos, entre guillemets, entre 2 prises d'alcool. Alors ça, ce n'est pas évident à gérer, parce qu'on est en France. En France, c'est le pays de la bonne gastronomie, c'est le pays où le vin, ça fait partie de la culture. Et je sais que ce n'est pas forcément évident. Voilà, vous allez en soirée, vous faites un resto avec vos collègues, tout de suite, allez, un petit verre de vin, une petite bière, ça va très très vite. Et en fait, je pense que la population actuelle ne se rend pas compte à quel point, en fait, elle peut s'intoxiquer finalement sans être pour autant alcoolique. Voilà. Les conseils qu'on vous donne, c'est 3 verres de vin par jour maximum. Et 3 verres, ça peut aller très vite. Et pas plus de 10 verres par semaine. Ces excès, ces répétitions, elles sont très très présentes dans notre quotidien, elles sont très présentes dans le monde occidental et elles engendrent des maladies qui jusque-là n'étaient pas très très connues et dont on parle beaucoup ces derniers temps. C'est le NASH, N-A-S-H, comme non-alcoolique stéatohépatitis. L'hépatite non-alcoolique, en fait, dit très, très, très succinctement, ou maladie du foie gras ou maladie du soda. Aux États-Unis, on estime jusqu'à 50% de la population, c'est-à-dire la moitié de la population américaine, serait touchée par le NASH. En France, on ne connaît pas le chiffre, on a des estimations seulement, juste par l'appréciation par l'obésité. Avec le nombre d'obèses en France, on estime à peu près à 20% de personnes qui sont atteintes par le NASH, dont beaucoup ne le savent pas. Donc, quand vous êtes obèse, vous avez les signes visibles que vous avez peut-être quelque chose au foie, mais quand vous ne l'êtes pas, vous ne les avez pas et c'est là que c'est plus grave, car le NASH, donc la maladie du foie gras, c'est l'antichambre de toutes les autres maladies comme la cirrhose et les différents cancers. Le NASH, qu'est-ce que c'est exactement maladie du foie gras? Tout simplement, c'est l'accumulation de gras autour du foie par une ingestion récurrente et très répétitive de sucre en grande quantité. En gros, comme je le disais, on a tendance à répéter un peu plus rapidement, on l'a vu avec les canettes de soda, on l'a de façon omniprésente dans les plats préparés. Le sucre est omniprésent et nous provoque une accumulation de gras autour du foie. Alors, cette technique vous dit peut-être quelque chose d'avoir du foie gras. C'est tout simplement ce qu'on utilise pour gaver les oies et pour en faire du foie gras.
L'exemple pour le foie gras, je vous rappelle qu'on gave les os avec du maïs qui ne sont purement et simplement que du sucre. Donc, les industriels le savent bien, ils ont compris que on avait un peu mis le holà sur le sucre, mais on utilise d'autres dérivés du sucre qui sont cachés et ils s'en servent à vous gaver pour que vous repreniez les plats et votre foie tombe malade. Conclusion de tout ça, si vous voulez du foie gras pour Noël, eh ben, allez-y, vous pouvez vous en faire un tout seul en mangeant des aliments industriels. Alors, sur ces bonnes paroles, on a vu que le foie, c'était une magnifique usine dans notre corps. Juste un petit ajout par rapport à ça, c'est que le foie, il ne travaille pas tout seul. Puisqu'en fait, comme toute usine, il fait appel à des sous-traitants, donc des outsourceurs. Et le principal sous-traitant du foie, et on va s'y attarder un tout petit peu, c'est le microbiote intestinal. Les études sont encore récentes sur ce sujet, mais en fait, elles tentent toutes à prouver qu'en fait, les intestins et le foie agissent en synergie. Donc, en gros, pour faire simple, si vous avez des intestins qui fonctionnent bien, logiquement, ça va aider votre foie à bien fonctionner. Et ça va aussi dans l'autre sens. Si vous avez un foie qui fonctionne bien, ça va aider vos intestins à être en bonne santé. Donc, tout ça, c'est lié. Et en fait, les études, elles ont prouvé quoi? Elles ont prouvé que si votre microbiote intestinal, il a peu de bonnes à l'intérieur de lui, eh bien, il y a de fortes chances que votre foie ne soit pas en très bonne santé. A contrario, quand ils ont analysé les foies qui étaient en bonne santé, ils ont constaté que le microbiote intestinal était hyper riche et diversifié en différentes souches de bonnes bactéries. Donc ça, c'est un grand progrès aussi, parce que ça montre que finalement, les deux agissent de concert et que si on prend soin à la fois du foie et des intestins, eh ben, en fait, ça va créer un espèce de cercle vertueux qui va faire que qu'on va être encore en meilleure santé et que les deux vont s'entretenir ensemble. Alors, à ce stade de notre discours, on va essayer de répondre un petit peu à la question de départ qui était la détox. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou une véritable nécessité? Donc, évidemment, nous, on a un point de vue là-dessus qu'on va vous faire partager. Notre point de vue, c'est de dire, si on se résume un peu ce qu'on vient de se dire, c'est que notre organisme sait faire le boulot. Il sait détoxifier. Il n'est pas fait que pour ça, on l'a vu. Le foie, il fait plein d'autres choses. On a vu que si vous le gavez trop de sucre, de choses qui ne lui plaisent pas, eh bien, il va être en burn-out, ça on l'a vu, c'est-à-dire qu'il ne va plus savoir faire le reste du boulot. Mais pour autant, si on ne lui fait plus faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire que si demain, si je fais encore un parallèle au niveau du travail, si demain vous avez un rôle dans votre société et que votre chef vous dit bah non, arrête de le faire, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, voilà, c'est plus à toi de le faire. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Déjà, premièrement, vous allez vous ennuyer au départ, d'accord? Vous risquez de tomber non pas en burn-out, mais en bore-out. C'est-à-dire qu'en gros, si votre vocation c'est de faire un truc et qu'on vous empêche de le faire, ça ne va pas non plus. Et du coup, la conséquence à terme, c'est que potentiellement, le jour où vous allez devoir refaire ce pourquoi vous êtes conçu, il y a des chances que vous ne sachiez plus le faire. Le foie, c'est exactement pareil, à notre sens. C'est-à-dire qu'en gros, il est fait pour détoxifier et plein d'autres choses également. Mais si vous faites faire cette détox par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'externe ou par un autre process, en fait, vous allez potentiellement le mettre dans une situation de bore-out et en fait, l'empêcher de faire ce pourquoi il est fait. C'est-à-dire qu'il est conçu pour ça. Donc en fait, notre conviction qui est assez forte, c'est de dire non, stop aux cures détox. Pour nous, la cure détox, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire se dire que pendant un temps, je bois des jus un peu suspects qui, soi-disant, vont détoxifier mon organisme, ou je fais du jeûne, parce que ça peut être aussi la solution, se dire, voilà, mon foie, il fait trop de choses, donc j'arrête de lui faire des choses. Ce n'est pas non plus la solution, parce que ça, vous l'empêchez de faire ce pourquoi il est fait. Donc pour nous, la cure détox, c'est niette. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de ponctuellement faire une détox, c'est de continuellement inscrire dans la durée de très, très, très bonnes habitudes alimentaires. Alors,
L'idée, c'est pas de vous donner un programme alimentaire. Je ne suis pas là pour ça. Chacun réagit de façon différente à différents aliments, cuits ou non, etc. L'idée, c'est de bien comprendre qu'il faut bien se nourrir et d'avoir une alimentation adaptée à ses besoins. Et aussi par rapport à la protection de son foie et au rôle du foie. La deuxième chose, c'est de le protéger. Le protéger pour qu'il puisse faire son boulot correctement, qu'il puisse assimiler la nourriture que vous êtes en train d'assimiler. Et puis la troisième chose, c'est d'entretenir votre microbiote pour filtrer le tout. Les trois interagissent pour que votre foie et pour que votre organisme soit au meilleur de sa forme. Alors, bien se nourrir, ça veut dire quoi? Alors, comme le dit Christophe, on ne va pas vous donner un programme alimentaire. Nous, on va juste vous donner des conseils. Donc, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est arrêter les aliments transformés. Donc, peut-être que certains ont déjà mis en œuvre ce type de conseils. Nous, on le fait, hein, très clairement. Alors, pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, dans les aliments transformés et ultra transformés de l'agroalimentaire, il y a très souvent, voire tout le temps, du sucre ajouté. Alors, vous ne le voyez pas forcément parce qu'on n'est pas, c'est pas écrit sucre. Hein, voilà, il y a des termes, voilà, ce qu'on appelle les sucres cachés. Mais il y a systématiquement des ajouts de sucre. Et il y a également des mauvaises graisses, d'accord, des graisses saturées, voire polysaturées. Donc, notre premier conseil, c'est arrêter les aliments transformés. Même si c'est marqué détox dessus, même si c'est marqué light, même si c'est marqué des choses qui sont quelque part un peu vendeurs et qui sous-entendent que c'est bon pour votre santé. Non. Si c'est transformé, tous les produits de l'agroalimentaire transformés sont généralement, alors je ne vais pas faire une généralité complète, mais vous pouvez être sûr à 99% que ce n'est pas bon pour vous. Conséquence, cuisinez à vos couteaux. Prenez vos couteaux, cuisinez vous-même, contrôlez vous-même la glycémie, contrôlez vous-même les ingrédients, contrôlez tout. En cuisinant, même des repas simples, vous pouvez apporter tout ce dont votre corps a besoin et tout ce dont votre foie a besoin. Alors, évidemment, le conseil suivant, c'est aussi un corollaire, c'est diminuer le sucre. Alors, diminuer le sucre, ça ne veut pas dire seulement j'arrête de mettre du sucre dans mon café. Hein. Voilà, ça, c'est la première step. Hein. Ça peut être une des premières steps. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui me disent, bah voilà, déjà, j'ai pris la décision d'arrêter de mettre du sucre dans mon café. C'est très bien. Moi, je les félicite, c'est bien. Par contre, aller plus loin que ça. C'est-à-dire que diminuer le sucre, ça veut dire aussi diminuer tout ce qui est glucides. D'accord? Le sucre, ce n'est pas forcément du sucre blanc. C'est vrai que quand on parle à des gens autour de nous, quand on parle de sucre, souvent les gens pensent à sucre blanc, le sucre qu'on met dans le café. Mais pour nous, quand on parle de sucre, ça va au-delà de ça. Donc, essayez de prendre moins de sucre. Et puis le sucre, on le trouve également dans les fruits. La plupart des gens vont penser que on va prendre des fruits pour se détoxifier à base de pommes, de pamplemousse, etc., etc. Faites très attention à cette assertion parce qu'elle n'est pas tout à fait vraie, notamment si vous la prenez en jus, notamment quand vous faites des jus détox, vous avez toujours un ingrédient sucré, même si c'est un jus vert, vous avez toujours un ingrédient sucré. Le problème des jus de fruits, entre autres, c'est que vous détruisez les fibres. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre et permettent d'avoir un IG, de faire baisser l'IG, l'indice glycémique. Donc, si vous supprimez les fibres, vous mettez un gros shot de sucre dans votre foie et ce n'est pas très, très, très bien pour lui. Il travaille en rush à une vitesse qui va être répétée puisque vous allez rappeler du sucre derrière. Donc, si vous consommez des fruits, privilégiez-les entiers car ils contiennent des fibres et donc font baisser l'IG et permettent d'avoir une absorption beaucoup plus lente pour le foie. Oui, et permettent d'éviter cette overdose au niveau du foie, cette overdose de sucre. Privilégiez les aliments riches en choline. Alors, choline, c'est un terme que j'introduis à ce moment de la présentation, on n'en a pas parlé avant. La choline. Alors, la choline, c'est un alcool aminé qu'on trouve dans l'alimentation, d'accord, notamment dans tout ce qui est crucifère. Moi, je vous invite très fortement à consommer des crucifères, hein, brocolis, choux de Bruxelles, etc., qu'on va trouver aussi dans les oléagineux, noix, pistaches, amandes, noisettes, qu'on va trouver dans le quinoa également, dans les œufs, et notamment dans le jaune d'œuf, et dans les poissons gras, notamment saumon. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette choline? C'est qu'en fait, elle va permettre de supprimer, d'éliminer la graisse au niveau du foie.
Et alors, ce qui est énorme, c'est que ce n'est pas seulement au niveau du foie qu'elle va permettre d'éliminer la graisse, mais également pour nous les femmes, peut-être pour vous aussi les hommes, d'éliminer la graisse là où c'est le plus disgracieux, c'est-à-dire les hanches pour les femmes et le ventre pour les hommes. Donc en fait, c'est tout bénef parce que la choline, elle va vous permettre d'avoir un foie en bonne santé, mais également d'avoir une bonne silhouette, enfin une silhouette assez fit. Donc c'est tout bénef. Et enfin, le dernier petit détail, parce qu'il n'y a pas que le foie dans la vie, il y a aussi vos intestins, pensez-y, c'est de consommer des probiotiques et des prébiotiques. Les études sont encore un peu récentes à ce sujet. Les probiotiques Kesako et les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les probiotiques, ce sont des bactéries qui sont dans les intestins. On en parle de microbiote intestinal, donc, comme on l'avait évoqué plus précisément. Ils sont très, très, très importants et vous avez différents types de bactéries, différents types de souches. Ce qu'il faut privilégier, ce sont des bactéries, des souches maîtres, il y en a 5 au total, qui permettent de maîtriser, on va dire, la flore intestinale, de tout ce qu'il y a autour en termes de bactéries. Et c'est à partir de ces souches que vous recolonisez, si par exemple vous avez eu les intestins en vrac suite à une maladie et que vous avez pris des antibiotiques, ce sont les souches qu'il faudra privilégier pour repeupler l'intérieur de vos intestins. Et puis, n'oubliez pas de nourrir vos invités, de leur donner des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui permet de nourrir les probiotiques. Ce sont des aliments, des nutriments qui servent aux probiotiques, parce que les probiotiques ont faim, ils se nourrissent aussi. Donc pensez-y, on les trouve un peu partout dans tout ce qui est fibres, dans des fibres alimentaires, donc dans les légumes, on les trouve dans l'ail, l'oignon, etc., les oléagineux, très très important pour entretenir sa flore intestinale. Entretenez-les, si vous entretenez votre flore intestinale, forcément, votre foie va vous dire merci et forcément, votre corps va vous dire merci. Alors, bien sûr, on vous donne des conseils, mais évidemment, on les applique, ces conseils. C'est-à-dire que nous, depuis un petit moment, on fait attention à notre alimentation, très clairement. On se supplémente, c'est-à-dire qu'on prend des compléments pour être sûr que ce qu'on apporte à notre corps lui convient et lui permet d'être en bonne santé. Et on préserve notre foie et nos intestins. Alors, comment on fait ça? Au-delà de l'alimentation, parce que c'est la base, hein, on ne va pas vous mentir, la première règle, c'est de faire attention à son alimentation. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire à côté, si vous n'avez pas la base, c'est-à-dire je fais attention à comment je me nourris, ça n'a pas tellement de sens à notre sens. Donc du coup, on voudrait vous parler de 2 produits que nous, on utilise et sur lesquels on a pu constater les effets. Donc le premier, c'est Epasil. Donc, effectivement, c'est un produit moi que je consomme depuis 2 mois maintenant. Donc, il y a eu des effets sur moi, notamment sur ma peau. Alors, la peau, c'est le reflet de ce qui se passe dans votre corps. Hein, donc, voilà, c'est déjà un premier signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, moi, j'ai eu clairement des effets sur ça. Donc, l'Epasil, c'est un produit qui va permettre à votre foie de rester en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce produit? Donc, il y a tout un tas d'éléments naturels, brocoli, thé vert, curcuma, chardon-marie. Donc, on a vu quelques-uns de ces éléments, notamment le brocoli. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui était légumes crucifères, c'était hyper important, notamment pour la santé de votre foie. Donc, Epasil en contient. Le thé vert, on n'en a pas parlé, mais c'est un élément hyper important aussi. Le curcuma, qui est anti-inflammatoire. Et le chardon-marie, je pense que si vous êtes intéressé un peu à la détox et à la santé du foie, vous verrez que la plupart des produits sur le marché qui sont pour la bonne santé du foie contiennent du chardon-marie. Et après, il y a des éléments novateurs dans le produit que sont la biotine, qui est la vitamine B7, la choline. Donc, Epasil contient de la choline, on en parlait quelques slides auparavant. Et puis, la grande particularité du produit, c'est qu'il contient le NAC. Donc, c'est le petit élément qui est là tout en bas à gauche. Donc, on a représenté sous forme d'un super-héros. Alors, pourquoi? Parce que ce NAC, donc N-acétyl L-cystéine, il a la capacité de booster la production de glutathion. D'accord? Le glutathion, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais demandé de garder en tête ce terme.
c'est la pierre angulaire de la détox. C'est notre corps qui le produit en petite quantité. Et en fait, ce que va faire ce NAC, c'est qu'il va booster la production de cet antioxydant endogène qui est le glutathion. Donc ça, c'est juste magique parce que justement, c'est lui, c'est parce qu'il est produit par notre corps qu'il est puissant. D'accord ? Si vous le donnez en extérieur, le glutathion, il y a de fortes chances que ça ne serve à rien parce que la molécule est fragile et elle risque de ne pas passer la barrière intestinale. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que notre corps soit capable de le produire. Et c'est le NAC qui permet ça. Donc voilà pour Epasil. Moi, un produit que je recommande très clairement pour l'avoir utilisé. Voilà, donc en cure. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans un mode de vie sain et donc d'être sur la durée. Mais on peut commencer par 3 comprimés par jour pour un démarrage. Et après, 1 par jour, c'est largement suffisant pour un entretien de la santé de votre foie. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le foie dans la vie, il y a également vos intestins. Si on ne sait pas comment apporter les probiotiques qu'on trouve, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez les trouver dans les boissons lactofermentées ou dans le lait ou dans le kéfir ou dans certains enfin dans le kéfir par exemple. Si vous êtes intolérant au lactose ou que vous avez des difficultés pour les apporter, il y a un autre produit qui est le probiotique. Tout simplement, probiotique pour des probiotiques. 2 souches, oui. 2 souches mètres, elle contient 2 souches mètres à hauteur de 12 millions de bactéries. Voilà, 2 souches mètres donc pour recoloniser le tout. Pour recoloniser le tout. Petit souci. Pardon, excusez-moi. Arrête de jouer. Pour recoloniser le tout, mais ce n'est pas tout, ça contient également de l'inuline. L'inuline qui est un prébiotique parce qu'il faut aider ces cellules souches, ces bactéries souches à repeupler le tout. Donc c'est un produit que j'ai utilisé même très très récemment. J'ai eu la malchance de faire une intoxication alimentaire juste avant un petit voyage. Et ça me permet, je l'utilise actuellement pour refaire ma flore intestinale et les effets sur le boost, sur la santé, je le vois assez facilement, assez rapidement. Oui, et peut-être ce qu'on peut dire, parce qu'on n'a pas trop insisté là-dessus, mais si votre foie est en bonne santé et si vos intestins sont en bonne santé, ça va améliorer l'assimilation de ce que vous allez donner à votre corps. C'est-à-dire que si vous vous alimentez bien, ça c'est la base, on l'a dit, mais si vous alimentez bien, mais que votre foie n'est pas en bonne santé, que vos intestins sont en bonne santé, ce que vous allez donner comme nutriments, ça risque de servir à rien et votre corps ne va pas exploiter ce que vous allez lui donner à son plein potentiel. Donc, c'est hyper important d'avoir des organes qui fonctionnent bien pour que ce que vous allez donner à votre corps soit pleinement utilisé. Alors, on voulait finir par une petite phrase de ma création en guise de fin, puisqu'on a terminé la conférence à ce stade. Donc, pour vous dire que Dieu vous a donné un foie, eh bien, n'en faites pas n'importe quoi. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à réfléchir aujourd'hui à est-ce que dans votre alimentation, dans votre style de vie, vous avez l'impression de faire ce qu'il faut pour que votre foie, vos intestins soient en bonne santé. Voilà, donc on laisse place aux questions. Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'était voilà, donc à vous de jouer. Alors, un énorme merci déjà, premièrement, pour cette belle présentation. Je vous invite ceux qui veulent parler à déverrouiller votre micro et puis on peut effectivement passer à un temps de questions-réponses.